éditions d'Info.tvc, l'hebdo, donc l'édition d'une heure. Je vous ai manqué probablement. Non, vous m'avez manqué, hein, tu sais, la fille. Je vous ai manqué probablement mardi. Non, vous m'avez manqué mardi. J'étais pris à Sébec dans la tempête du siècle, hein? Vous autres aussi, j'imagine que vous êtes restés à votre domicile en toute sécurité. Donc, on est vendredi, le 5 mars, vendredi de la relâche qui se termine. Enfin, diront certains, et pas déjà, diront d'autres. Je suis en compagnie de Zoé. Bonjour. Bonjour, Émilie. Oui, un vendredi avec un beau soleil, contrairement à mardi où tu n'étais même pas à l'émission, dans Non. le jus. Dans le jus et la tempête. Dans le jus de la tempête, elle n'a pas pu se déplacer. Non. Justement, je m'en Oui, vais, alors Colette à la météo. Colette, elle voulait absolument Ben oui. te mentionner en ondes. Elle l'a dit avant. Rentrer en ondes, elle l'a dit. Bon. Alors Colette à la météo. Oui, la route, mardi dernier, la route 132 et 195 a été fermée. La route 132 entre Montjoly et Amkoui et 195 entre Amkoui et Saint-Vianney. Hey, du jamais vu. Aussi, un accident, un accident à Causa-Piscale à 14h30 mardi. Un camion de livraison a percuté l'arrière d'un poids lourd qui effectuait un virage à gauche. Le conducteur du camion de livraison a été blessé, mais les autorités craignent pas pour sa vie. Donc, ça s'est quand même bien terminé, cette histoire. Puis j'avais le goût de parler de météo. Bon, quand elle a commencé avec la tempête Alors Colette, cette semaine, que nous prévoit le printemps, Colette? on a eu un hiver doux et le printemps aussi sera doux. Et même, on va avoir un été très chaud. Là. Mais ça, Oui. on un peu un petit bout. Mais oui, c'est ça, on s'enligne vers Donc, un printemps très doux en plus. Donc, ça va faire du bien. Ben Je oui. tenais à le dire parce qu'avec la pandémie, c'est pas toujours facile. Ben donc, non. Puis avec le moins 30 qu'on a eu en début de semaine, on s'entend que ça va faire du bien. Le plus 3 dimanche. Non, non. Donc, assez parlé de météo. Donc, on commence le mois de mars et c'est le mois de la prévention de la fraude. Le thème cette année, c'est flairer l'arnaque. C'est la 17e édition du mois de la prévention de la fraude cette année. La Sûreté du Québec qui participe en collaboration avec la Banque du Canada et le Forum de prévention de la fraude, qui regroupe le Centre antifraude du Canada, la Gendarmerie royale du Canada et le Bureau de la concurrence. De nombreuses arnaques se passent présentement qui ont des liens avec la pandémie. Oui. Puis, dans la Matapédia, ça a sorti, là, comme cette semaine, ça a apparu dans l'avant-poste, par exemple, des vendeurs de systèmes de chauffage qui se présentent aux portes, là, qui font comme qui font du porte-à-porte présentement, et ce sans permis de l'Office de la protection du consommateur. Donc, soyez avertis. Oui, prenez garde. Retournons à nos désormais célèbres chiffres. Non, mais notre segment COVID. Oui, habituel. Donc, oui, quels sont les depuis chiffres un an. de la COVID pour aujourd'hui? Oui, l'état de la situation selon le CIS du Bas-Saint-Laurent, 5 cas aujourd'hui pour un total de 1570 dans le Bas-Saint-Laurent au complet. 0 décès aujourd'hui pour un total de 30 décès depuis le début de la pandémie. Aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19. Aujourd'hui, 1510 personnes sont maintenant rétablies et 600 tests de dépistage ont été réalisés la veille, soit le 4 mars 2021. Les 5 cas, un à Témiscouata, un à la MRC des Basques, un à la MRC de Rimouski-Neigette et 2 à la MRC de la Matanie. Cette fois-ci, je pense que je ne me suis pas trompée. Non, je pense que c'est bon. Le compte y est. La vallée de la Matapédia, aucun cas aujourd'hui. On est encore pour un total de 50 cas depuis le début de la pandémie. Alors, très bonne nouvelle. Bon, dernière heure, nouvelle de dernière heure. Oui, après que les chiffres soient sortis pour aujourd'hui, là, donc... Oui, après que les chiffres soient sortis pour aujourd'hui. Donc, on devrait le savoir même pas en Lundi. fin de semaine. Lundi. Oui. Parce qu'à la fin de semaine, le 6 du Bas-Saint-Laurent comptabilise pas Non, les puis maintenant. cas. Puis Exact. maintenant. Alors, le cégep de Méthane, une enseignante et 3 étudiants auraient testé positif à la COVID-19 dans les dernières heures. Environ 70 élèves et membres du personnel de l'établissement passeront un test de dépistage dans les prochaines heures. Et le cégep a annulé tous ses cours aujourd'hui pour réaliser ce long dépistage. Oui. Tu nous fais un petit résumé du point de presse de la messe québécoise de mardi soir?
Ça sent Malcommode aujourd'hui, je m'excuse. Ben oui, C'est les effets de la tempête de mars. Le 8 mars prochain, 5 nouvelles régions vont passer en zone orange, soit la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie, centre du Québec et l'Estrie. Nouveauté pour nous qui sommes déjà en zone orange et qui va rester en zone orange. Oui. Le nombre de personnes passera de 25 à 100 dans les lieux cultes. Oui. Le masque de procédure obligatoire dans les écoles primaires seront obligatoires dès la 5e année en zone orange et en première année pour les jeunes du primaire en zone rouge. Dès le 15 mars prochain, le sport parascolaire sera autorisé partout au Québec. Pour la zone rouge, qu'est-ce qui reste comme région en zone rouge? Oui. C'est le Grand Montréal, incluant Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie. Le gouvernement du Québec reste prudent quand même par rapport à la semaine de relâche. Oui. L'année passée, ça n'a pas bien été. Non. C'est pour ça que les gens s'attendaient à plus de lousse Oui, de relâchement finalement. de la part du gouvernement. Et aussi le variant britannique aussi qui inquiète le gouvernement du Québec. Vaccination au domicile pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer devrait s'en venir dans les prochaines semaines. Oui. Puis comme j'ai dit mardi, la vaccination s'en vient aussi dans les pharmacies. Là. Les pharmaciens et pharmaciennes vont pouvoir donner le vaccin bientôt. Oui, parlant de vaccin, qu'en est-il des jours de vaccination dans la Matapédia? Le 28, 29 et 31 mars, dans la Matapédia, on va effectuer les vaccins contre la COVID-19. 1021 personnes âgées de 80 ans et plus recevront leur vaccin contre la COVID au centre récréo-culturel d'Amqui. Tous les rendez-vous des 2 premiers jours sont déjà réservés. Il reste des rendez-vous disponibles pour la 3e journée. 7 sites de vaccination sont prévus dans le Bas-Saint-Laurent. La MRC de la Matanie et de Kamouraska seront les premiers à ouvrir leurs portes la semaine prochaine. Pourquoi la Matapédia en bas de la liste dans le Bas-Saint-Laurent? Dans un article qui est apparu dans l'avant-poste cette semaine, le porte-parole du CIS du Bas-Saint-Laurent, M. Gilles Turmel, a expliqué que ça dépendait de la disponibilité des sites et de leur mise en place. À Matane, ils ont eu accès au site super rapidement. Oui, c'est dans un aréna. Il n'y a pas de hockey. Ici, à Amqui, ça sera au centre récréo-culturel d'Amqui. Prise de rendez-vous se fait sur le site Internet québec.ca/vaccin COVID majuscule, ou par téléphone au 1-877-644-4545. Le même numéro que depuis le début de la pandémie. Mais je le redis, on ne sait jamais. Ben oui, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas nommé. Oui. Bloc québécois, on réagit au budget. En fait, on fait des souhaits pour le budget prochain. Oui. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, ainsi que la députée d'Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia, Christina Michaud, et le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata, les Basques, Maxime Blanchette-Jonquière, ont présenté les demandes du parti au terme d'une consultation virtuelle qu'ils a néanmoins menée aux 4 coins du Québec auprès de nombreux secteurs d'activité économique. Pour le Bloc québécois, ce budget doit être celui de la fin de pandémie, mais aussi et surtout celui de la relance de l'activité économique au Québec, surtout des petites entreprises à propriété locale qui sont le visage économique de nos communautés. D'entrée de jeu, Yves-François Blanchet réitère que le Bloc québécois ne pourra donner son soutien au budget si le traitement réservé aux aînés et les transferts en santé ne sont pas traités de façon acceptable dans le premier budget Freeland. Le Bloc québécois réitère aussi que plusieurs secteurs agricoles sont sous gestion de l'offre ne sont pas couverts par les compensations. Le parti saisit l'occasion pour rappeler 3 thèmes importants que la vérificatrice générale a soulevés et qui exigent l'attention immédiate du gouvernement. Le scandale qui se révèle de plus en plus dans l'octroi des contrats dans le cadre de la stratégie nationale de construction navale, toujours en détriment de la DEVI de Québec. La promesse rompue d'acheminer l'eau potable au robinet dans toutes les communautés autochtones et la négligence grave du fédéral dans la mise à niveau de la sécurité dans le secteur du transport ferroviaire. Enfin, le Bloc québécois exprime le désir que les investissements que le gouvernement annoncera littéralement des dizaines de milliards de dollars jettent les bases d'une véritable relance de la création de richesses sans retomber dans l'économie du pétrole du siècle dernier et toujours au détriment du Québec, de l'aéronautique, de l'énergie verte et de la foresterie. Donc, un budget fédéral à suivre. Est-ce que ça sent les élections fédérales? Qui sait? On sait pas. On sait pas. Parti québécois, sport pour les jeunes, hein? Ça parle beaucoup.
Bon, on en parle beaucoup ici dans la vallée de la Matapédia. Ah oui. Donc, je trouvais ça important qu'on en parle. Oui. Dans un souci d'améliorer le bien-être des enfants et des adolescents du Québec, le député de Gaspé et porte-parole du Parti québécois pour la jeunesse ainsi qu'en matière de sport, de loisirs et de saines habitudes de vie, Mégane Perry-Mélançon demande au gouvernement d'autoriser dans les plus brefs délais la reprise du sport organisé dans les régions où la situation épidémiologique est stable. En bref, le gouvernement devrait autoriser la reprise des sports organisés pour les jeunes dans les régions où la situation épidémiologique le permet. La santé publique devrait appuyer cette décision l'automne dernier. Elle avait recommandé qu'on maintienne la pratique de ces sports. Les enfants et les adolescents ont plus que jamais besoin de décrocher des écrans et de retrouver un peu de normalité, et cela passe notamment par le sport. Bon, on le sait qu'ici, dans Hockey Bas-Saint-Laurent, on a demandé que le hockey recommence. Oui. En fait, on a des semi-bonnes nouvelles. On sait que le sport parascolaire recommence dans la semaine du 15 mars. Et il y a des pourparlers là, avec toutes les fédérations sportives là, pour peut-être faire une relance. Donc, il y aura peut-être du hockey de printemps. Peut-être, mais il y a quand même eu une déception. Ouais. Au hockey. C'est ça. Voilà. Pour les gens de hockey de la vallée. Bon. Oui. Santé mentale Québec. Le mouvement Santé mentale Québec vient de regrouper dans une trousse COVID un ensemble d'outils pour aider les travailleurs qui vivent de la détresse psychologique en cette période de pandémie. Comme on estime qu'environ la moitié des travailleurs ont été affectés psychologiquement, ces outils devraient susciter un grand intérêt. Si jamais vous avez besoin d'aide, que vous voulez aller voir la trousse, c'est sur le site Internet de Santé mentale Québec que vous voyez à l'écran. Et en terminant, nouvelle culturelle, partenariat entre Diffusion Mordicus et la Caisse des Jardins. Pour la 4e année consécutive, Desjardins Caisse Vallée de la Matapédia s'associe à Diffusion Mordicus en tant que partenaire de saison. Oui. En effet, la coopérative a récemment reconduit son entente de partenariat avec le diffuseur, lui annonçant du même coup l'attribution d'une aide financière supplémentaire. Ainsi, pour l'année en cours, la contribution de la Caisse s'élèvera à 18 000, dont 10 000 pour la réalisation de projets jeunesse de grande envergure, lequel sera annoncé officiellement dans les prochaines semaines. En plus des nombreux avantages offerts aux membres des jardins, tirage de spectacles, rencontres avec les artistes, rabais exclusifs, etc., la contribution de la coopérative permet d'offrir à moindre coût pour les familles matapédiennes la série de spectacles jeunesse présentée dans le cadre de la semaine de relâche. Un important projet jeunesse dévoilé publiquement se passera le 31 mars prochain. On a hâte de voir c'est quoi. Bien, merci beaucoup, Zoé, pour ce tour d'actualité. On s'en va à une courte pause et ensuite, les entrevues que tu as réalisées pour nous aujourd'hui. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. Le 25 février dernier, le fondateur de l'équipe de hockey de l'Océanique de Rimouski, M. Maurice Tanguay, est décédé. J'en parle avec les Matapédiens Guylain Raymond et Michel Germain. Tout d'abord, tous mes condoléances à vous, Guylain Raymond et Michel Germain. J'aimerais savoir, pour commencer, je vais demander à toi, Guylain, que représentait pour toi M. Tanguay? Ben, écoute, M. Tanguay, pour moi, c'est un homme très honnête, un homme de parole. La première rencontre que j'ai eue avec lui en 1995 et qui m'avait offert un job de dépisteur, mais juste avant, j'avais passé une entrevue avec Gaston Terrien, tout ça, et j'avais pas eu le job d'assistant coach, mais j'ai rentré, j'ai toujours donné un coup de main dans la région, tout ça, puis je vais essayer de trouver les meilleurs talents pour vous dans la région. Fait qu'avec Doris Labonté puis M. Tanguay, c'était le premier contact que j'ai eu, mais c'est vraiment quelqu'un honnête et de parole. Mm-hmm. Pour toi, Michel? Bien, moi aussi, ça remonte évidemment à 1995, quand la concession des Lynx de Saint-Jean a été achetée à 50% par le groupe Tanguay et par la suite a été déménagée du côté de Rimouski. Moi, ma première rencontre avec M. Tanguay a été très, très spéciale parce que Guylain passait une entrevue, lui, pour avoir un job.
moi, j'avais le job de descripteur, mais il fallait que je négocie mon premier contrat. Alors, vous pouvez vous imaginer, même si j'avais 35 ans à l'époque, j'avais une certaine expérience et tout ça, mais vous pouvez vous imaginer que j'avais pas d'agent. Alors, c'est moi qui s'est assis devant Maurice Tanguay pour négocier mon premier contrat à titre de descripteur de l'Océanique. J'étais pas gros dans mes shorts, je vais vous dire, parce que, évidemment, c'était un homme d'affaires averti. C'était un gars à qui on pouvait pas en passer une petite vite dans une négociation. Ah oui? Mais comme Guylain le mentionne, c'est quelqu'un de tellement franc, tellement honnête et tout ça, que si j'avais eu des demandes déraisonnables, il me l'aurait dit. Mais pas pour me négocier à la baisse. On s'est entendu très rapidement parce que il m'a dit, écoute Michel, on ne sait pas ce que ça va donner la première année. C'est une nouvelle aventure. Alors, on ne sait pas exactement vers où on s'en va. Nous, on ne le sait pas. Toi, tu ne le sais pas non plus. Tu ne sais pas trop comment nous demander en termes de salaire et de bénéfices marginaux. Alors, je te propose qu'on passe un deal d'1 an, puis j'aurais ça comme salaire à te proposer. Est-ce que ça fait ton affaire? Puis moi, ça faisait mon affaire. Ça fait que j'étais nerveux avant la négociation, mais ça s'est fait tellement vite que ça a passé très rapidement. C'était pas le genre de personne qui allait essayer de négocier le plus, c'est ça, à la baisse, là, et non, là, c'était un homme très honnête. C'est ça, exactement. Il m'a donné ce qu'il croyait sincèrement au fond de lui-même, ce que ça valait comme travail. Dans les dernières années, est-ce que vous avez eu affaire avec lui? Est-ce que vous étiez encore en contact avec? Oui, bien toujours. On a gardé un contact. C'est sûr qu'il était moins fréquent depuis quelques années parce qu'il s'était retiré de l'administration hockey, du club de hockey l'Océanique. Mais on avait des contacts qui étaient beaucoup plus personnels depuis quelques années. Au moment où il était directeur gérant et qu'il remplissait son rôle de copropriétaire, il était très présent. Mais là, on le voyait beaucoup et ce dont on se parlait, c'était surtout de la business, du hockey comme tel. Mais par la suite, même si les contacts ont été plus espacés, j'ai quand même eu l'occasion de jaser avec lui à quelques reprises, mais là, c'était vraiment des questions vraiment beaucoup plus personnelles. Bien oui, j'ai vu ta publication sur ta page Facebook, puis ça parlait pas juste d'hockey, tu avais l'air à dire, tu disais dans ton texte qu'il a été là, il t'a même soutenu dans tes périodes les plus difficiles. Là, Oui, puis moi, c'est quelque chose qui est connu. J'ai toujours dit depuis le 15 décembre 1998 que M. Tanguay était une des 3 personnes qui m'avaient sauvé la vie. J'ai toujours dit également qu'il avait été comme un deuxième père pour moi. Mais il y a énormément d'éléments, puis ça, j'aimerais que Guylain enchaîne là-dessus. Il y a des éléments qui étaient beaucoup moins connus, des interventions sur le plan personnel de M. Tanguay pour ces petits gars. Quand je dis ces petits gars, là, ça nous incluait. C'était pas juste les joueurs. On était tous ces petits gars. Puis je pense que Guylain peut en témoigner aussi énormément. Ouais, c'est clair. Dans mon cas, à moi, Michel et moi, on a vécu des épreuves depuis les années 90. Michel avec sa famille. J'étais avec Michel en décembre quand ça allait au Président du Québec. Comme assistant coach, j'étais là. J'ai vécu ce que Michel avec lui, là, c'était profond. M. Tanguay était là pour aider. Moi, suite au meurtre de ma sœur en 96, qui s'est fait assassiner sur la plage à Maria, j'ai arrivé dans l'équipe en 97. J'ai passé adjoint avec M. Tanguay. On a gagné la Coupe Mémorial. En 2000, il avait emmené toutes les femmes avec toutes nos blondes au coach à Halifax. Puis, nous, moi et ma blonde, ça faisait 6 ans qu'on essayait d'avoir un enfant, on n'était pas capable. Ma blonde m'annonce après la Coupe Mémorial qu'elle était enceinte, tout ça. Pour nous, c'était une surprise. Puis on était à Rimouski dans une maison qu'on avait louée. Maurice Tanguay m'a dit jette-la à la maison, Guylain, jette-la. Mais tu sais, dans le hockey, tu es engagé pour être congédié. Puis j'avais dit je la jetterai pas. Puis le 10 décembre, j'ai reçu un téléphone de ma blonde. Elle a dit là, Guylain, il faut qu'on monte d'urgence voir un gynécologue spécialiste à Québec pour notre bébé. Puis c'est notre premier bébé. Fait que j'étais à Maurice Tanguay, jeudi, je monte à Québec, tout ça. Et tu nous donneras des nouvelles. Fait qu'on monte à Québec, ma blonde passe tous les tests, tout ça. Fait qu'on nous dit que le bébé a une malformation. Fait que le bébé venait au monde avec un handicap léger, tout ça. Alors, on ne savait pas les conséquences de ça. Fait que je dis ça à Maurice Tanguay.
Ça, c'était peut-être le 12 décembre. Et le 31 décembre, ma blonde, elle m'appelle, elle dit ça va pas bien, j'ai des pertes de sang, tout ça. C'est une grosse tempête comme hier. L'avion ambulance à Montjéry, ma blonde dans l'avion ambulance, puis go Québec, tout ça. Puis moi, je prends mon Jeep, mon RAV4, puis je monte. Quand arrivé à Québec, ça n'a pas pris 5 minutes, Maurice Tanguay m'a appelé. Il dit, t'as-tu besoin de quelque chose? Ben, il dit, là, pour moi, tu vas être pogné ici. Là, j'ai pas de parenté, rien pour coucher. Il l'appelle un peu. Il dit, Manoir McDonald, il dit, nous autres, on travaille là avec eux autres. Il dit, tu vas avoir une chambre là tantôt. Ça n'a pas pris 10 minutes, il m'appelle, il dit, t'as une chambre. Fait que j'ai passé du 31 décembre au 9 janvier à Québec. Il m'a envoyé son bras droit André Jolicoeur. Il m'a envoyé sa femme, tout le monde sont venus. Ma fille est restée avec ma blonde là jusqu'au 20 février dans la même année, à 2001. Et en arrivant à Rimouski le 9 janvier au matin, Michel s'en souvient sûrement, le 2001, là, il pas trop bien, tout ça. Puis j'étais en train de cacher mes patins. Il dit, viens me voir dans mon bureau. OK? Il dit, t'es coach en chef en matin. Tu sais, ça a fait que je sors d'une grosse émotion avec ma femme, mon premier bébé. Ma fille, elle a un handicap. Quelles seront les conséquences à long terme, je ne sais pas. Et Maurice Tanguay me nomme coach en chef cette journée-là. J'ai mis mon cœur, puis il a su toute l'année, puis on a fait une série, on a battu Halifax. Et je te dis juste, Maurice Tanguay, là, quand je dis c'est un gars honnête et de parole, moi, je me rappelle, je comptais ça à mon gars qui a 17 ans aujourd'hui, là, à la parade de la Coupe Mémorial, on fait la parade dans la ville de Rimouski, on rentre d'alcoolisé, on est sur le stage, c'est plein l'aréna, c'est l'engouement total, le monde, c'est l'historique. Il me pointe la cuisse, il dit, demain matin, 11h dans mon bureau. Je dis, OK, c'est pas de tout. Alors, le même matin, j'étais au bureau, il avait sa feuille, il était prêt, voici ce que je te donne, t'en viens-tu avec nous l'année prochaine? J'ai dit oui. C'était toujours des poignées de main, toujours respecter les contrats, aucun papier signé, aucun. La seule fois où il a dit, Blaine, je suis triste, oublié de t'envoyer, c'était en 2003, en avril. Mais, moi, honnêtement, j'en veux pas parce que c'est ça la business de hockey, je l'avais compris en arrivant là. Mais oui. Hein. Et en plus, il a aidé ma fille jusqu'à 18 ans. Avec, Maurice Tanguay m'a demandé tantôt si j'avais des contacts avec lui. Après mon congédiement, 2 fois mon nom est venu sur la table que je retourne à adjoint. La dernière fois, Michel veut s'en souvenir, en 2015, il y avait un dénommé Vincent Dom. Hein, Michel? Oui. Il y avait de la misère à contrôler. Il y a un propriétaire qui m'a appelé, il dit, Glenn, on aimerait ça que tu viennes t'occuper de ce gars-là, puis on va aller à la Coupe. Cette année, on va aller à la Coupe Mémorial, on va être sûr. Je dis, écoutez, appelez Maurice Tanguay, demandez-lui voir s'il veut avoir Glenn Raymond. Maurice Tanguay m'a appelé, il a dit, moi, je veux Glenn Raymond. Il a dit, Éric Lévesque? Ouais, je veux Glenn Raymond. Là, le propriétaire m'a appelé. J'ai dit, maintenant, on va négocier. Et les gars, ils n'ont pas, tu sais, je comprenais la business, c'était moins que des années 97 quand j'ai rentré. Mais on n'a pas été capable de s'entendre au niveau contrat. Fait que j'ai dit, regarde, on reste chum sur ça. Et souvent, ils m'appelaient pour des jeunes qui étaient handicapés dans la région. Tu connais-tu une telle famille? Oui. Parfait. On leur a envoyé de l'argent, on leur a envoyé 10 000 $. Et tu sais, des anecdotes dans même, j'en ai, là, mais moi, Maurice Tanguay, pour moi, il va toujours rester comme sûrement Michel, parce qu'on est 2 gars qui ont eu des épreuves dans notre vie et qu'on a fait partie de la famille. Puis quand on était de la famille, là, Michel, ici, on partait manger avec tout le monde ensemble. C'était extraordinaire avec sa femme, tout ça. Fait que jamais je vais oublier Maurice Tanguay pour ce qu'il a fait comme humain pour moi et ma famille. Mais oui. Mais ce que j'entends beaucoup dans ce que vous dites, les deux, Michel et Guylain, c'est que c'était un homme d'affaires quand même. Il était capable de bien gérer, bien, exemple, en tant que le fondateur de l'équipe de hockey de l'Océanique, mais il était capable aussi d'être dans votre vie personnelle aussi, d'être conscient, d'être empathique, d'être sensible, de vous écouter. Il était capable de faire les deux. Ah oui, tout à fait. C'était sa grande force. D'ailleurs, j'ai entendu une entrevue qui a été réalisée il y a 7 ans par Radio-Canada à Québec. Puis je l'ai écouté en reprise la fin de semaine dernière. Et il disait, la clé dans toute entreprise, c'est les employés. Puis il disait à la blague, il était souvent sérieux, il disait, moi, je suis nul. Je suis incapable de bricoler, manuellement, je suis complètement nul, et tout ça. Donc, je dois m'appuyer
sur des bons employés si je veux avoir du succès. Alors, ça a été vrai dans ces magasins de meubles, ça a été vrai avec l'Océanique. Il donnait sa confiance. Quand il t'engageait, il t'avait toute sa confiance. Puis, moi, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Il y a une personne qui ne m'a pas congédié après que j'ai fait une bourde monumentale en nombre à un moment donné. J'ai fait vraiment une niaiserie et il y a juste une personne dans le monde qui ne m'aurait pas congédié. Je disais quelques années plus tard à M. Tanguay, M. Tanguay, si moi j'avais été mon propre boss, je me serais congédié. C'est pour vous dire, parce que j'ai réécouté le tape, c'était épouvantable. Mais M. Tanguay m'a dit non, il ne fallait pas, parce que si je t'avais congédié, qu'est-ce qui serait arrivé? C'était un visionnaire. Il voyait toujours plus loin, mais sur le plan humain. Oui, il pensait pas juste à lui et sa business. Non. Mais on se rappelle que tu as eu une montée de lait en ondes, en direct. C'est ça, exactement. Puis, j'ai été vraiment beaucoup trop loin, là. Quand on pense que le CRTC aurait pu remettre en question le permis de la station de radio, oui, je répéterai pas le terme le plus vulgaire que j'ai utilisé dans mon envolée, mais non, ça aurait valu un congédiement. Et ça le valait, et j'ai toujours été convaincu par la suite, mais Maurice Tanguay a dit non, parce que si on fait ça, qu'est-ce qu'il va arriver avec toi après? Ça fait qu'il était bien au courant de mon historique, puis il me faisait pas confiance si il m'avait congédié, puis il avait peut-être pas tort. Ça fait quand je dis qu'il m'a sauvé la vie, c'est plus qu'une figure de style. Ouais, mais c'est fou, c'est là qu'on se rend compte. Mais c'est aussi parce qu'il a pris le temps de te connaître personnellement. S'il n'avait pas pris le temps, peut-être qu'il t'aurait congédié. C'est ça. Et c'est ce qui démontre que ce qu'il disait était vrai. Il dit, moi, toutes mes entreprises sont appuyées sur mes employés. C'est mes employés qui font foi de tout. Alors, il ne te considérait pas comme un employé, tout simplement. Il te considérait comme un membre de la famille. Mais qu'est-ce que j'entends dans ce que vous dites, toi et Guylain, c'est qu'il n'y avait pas l'air d'avoir peur de se mouiller, d'aller au front pour ses employés, même si tout le monde n'était pas en accord avec lui. Je ne sais pas si... moi, j'ai une anecdote de même, c'est que il y avait une grosse rivalité avec les Remparts, Michel ici, puis on était en 97-98, puis de l'autre côté, tu avais Guy Chouinard puis Raymond Bolduc qui travaillaient avec Jacques, tout ça, puis un soir, Raymond Bolduc a appelé Maurice Tanguay. C'est-à-dire, il a parlé à Jacques parce que Jacques a parlé à son père. Et là, il disait que les entraîneurs adjoints avaient fait des gestes, je ne dirais pas les gestes disgracieux, et qu'ils mettaient Bobby Lebel, qui était un ange à l'arrière du bac. Maurice Tanguay nous a fait venir. Les gars, Bobby, c'est vrai que vous avez fait des gestes. Ça a l'air que Bobby, toi, t'as fait tel geste. Et je fais, ouais, non, on n'a rien fait. Mais, on venait de battre les Remparts de Québec. Puis battre son gars Jacques avec l'équipe, puis Raymond Bolduc était frustré, mais tout ça, il a dit non, j'ai confiance en vous. Je vais rappeler Jacques. Il avait rappelé Jacques. Mais tu sais, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec Maurice Tanguay dans le bureau, là. Seul avec Maurice Tanguay dans le bureau, avec Doris. Souvent, il venait te voir, puis il demandait ton opinion, puis il disait, regarde, c'est ça le plan parfait? OK, on va régler ça. Tu sais, c'était extraordinaire comment c'était un gars honnête et de parole, tu sais, puis il protégeait ses employés. Puis, de ce temps-là, Michel, il y avait de l'argument terrible, là. Aux pratiques, on avait 50-75 personnes qui venaient aux pratiques. Puis du monde, là, ça placotait, puis ça s'en allait dans les centres d'achat. Après, fait que souvent, je disais, quand j'étais adjoint, je disais, OK, on va leur parler un peu. On va enlever de la boucane un peu, là. Fait que, il y a eu des gageurs avec ce monde-là, des fois. L'exemple, la Coupe Mémorial, il y a quelqu'un qui avait gagé, Michel, je ne sais pas si tu te rappelles, que Jacques Larivière ne ferait pas plus que 10 buts. Il n'a fait plus cette année-là. Moi, je dis on pratiquait le screenshot à l'avant du but, mais Doris mettait sur le powerplay, on avait gagné, il avait fait 12 buts. Fait que, c'était extraordinaire l'engouement. Maurice Tanguay était au courant de tout ce qui se passait. Il ne manquait rien. Rien. Ah oui, il était vraiment au courant. Oui, puis moi, j'en aurais aussi des centaines d'anecdotes, mais celle qui me revient au moment où on en parle, là, c'est un journaliste de Québec. Puis M. Tanguay, son siège social d'ameublement Tanguay, tout ça, c'était à Québec. Alors, la rivalité Océanique Rempart, il fallait qu'il soit prudent quand même.
dans ses affirmations, puis tout ça. C'est qu'il était souvent sur ce qu'on appelle le hot seat en mauvais français. Mais je l'ai jamais vu le baquer. Puis il y a un journaliste qui est allé le voir, puis qui n'était pas content d'un de mes commentaires après un match. Un journaliste de Québec lui avait dit « Est-ce que vous êtes d'accord, M. Tanguay, avec ce que votre descripteur a dit au match lors de la dernière partie entre les Remparts et l'Océanique? » M. Tanguay lui avait dit « J'ai pas à être d'accord ou pas avec lui. C'est mon descripteur et il va rester mon descripteur. » Beaucoup de respect. J'étais debout en arrière et j'entendais ça. Je disais, là, je bombais le torse. Hein. Je disais, ouais, là, c'est Maurice qui l'a dit. Je pense que vous allez me sacrer patience. Mais beaucoup de respect pour le travail de ses employés. Ah oui, c'est vraiment... Guylain disait tantôt, les coachs sont engagés pour être congédiés. C'est vrai, mais je suis convaincu qu'il n'a jamais congédié personne en prenant au hockey, en prenant la décision seul. Je suis certain de ça. C'est clair. Je suis certain qu'il n'était pas capable tout seul de dire « je vais congédier tel gars dans l'équipe ». Il fallait que ça soit une décision de groupe. C'était trop une bonne personne pour faire ça. Très sensible. De lui-même. Ouais. Monsieur Tanguay n'a pas juste fondé l'Océanique, il a fait beaucoup autre chose. Comme vous dites, il y a aussi, c'est lui qui a créé la fondation Maurice Tanguay qui aide les enfants handicapés. Il habitait à Québec, mais l'Océanique, c'était à Rimouski. Je veux dire, j'ai l'impression que dans sa vie, il a beaucoup voyagé, il se promenait un peu partout. Oui. En fait, je peux y aller là-dessus, Michel. Maurice Tanguay est resté les années 97-98, il est resté à Rimouski. Il y avait une maison qu'il avait achetée ou louée à Rimouski, puis il était avec nous tous les matins. Le matin, nous, on rentrait au bureau à 7 h. Maurice Tanguay rentrait avec Doris 7h15 le matin, avec son café, puis là, on se mettait à jaser de hockey. Après la pratique à midi, on partait, on allait manger ensemble. Il est resté plusieurs années, jusqu'après la Coupe Mémorial, jusqu'en 2001. Après, il est parti, il est retourné à Québec. Mais Maurice Tanguay était avec le Rouge et Or au football. Puis quand j'étais coach en chef au mois d'août, il m'appelle à un moment donné, il me dit « Qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Ben, je remonte à Rimouski. » Il dit « Cette année, on a une maudite bonne équipe de football. » Je dis « Ah ouais? » Il dit « On a un problème, notre corps arrière, Mathieu Bertrand, il file pas bien. » Il dit « Il aime la pêche. » Je dis « Envoyez-moi l'air, on va le payer 3-4 jours, on va l'emmener dans la vallée chez nous, avec mes parents, tout ça. » Mes parents, ben, comme on avait vécu ma soeur, tout ça, le meurtre de ma soeur, j'aimais ça avoir du monde autour de ma mère parce que c'était beaucoup familial. Et j'ai emmené Mathieu 4 jours et nous autres à la pêche. Ils ont gagné la Coupe Vanier après. Il est revenu, il était enchanté. Puis en fin de semaine, Mathieu a joué dans la ligne canadienne de football. Il est coach du Rouge et Or. Ça faisait peut-être 10 ans que je n'avais pas parlé. Fait que j'ai envoyé un messenger. Aujourd'hui, avec Facebook, on retrouve tout le monde. Et qu'on s'est échangé, Mathieu puis moi, des histoires avec ça. Puis c'est extraordinaire ce que Mathieu a vécu. Il a été dans la ligne canadienne longtemps. Puis aujourd'hui, il travaille pour le Rouge et Or. Fait que beaucoup de respect pour Maurice Tanguay. Fait que c'est... Oui. OK. Donc, il est resté à Rimouski en 2001. Après, il est retourné à Québec. Il a fondé la fondation, comme j'ai dit un peu plus tôt, Maurice Tanguay. Bien, les meubles aussi, l'entreprise Maurice Tanguay, fondateur aussi de l'équipe de hockey de Rimouski. C'est lui qui a fait partie du comité qui a créé le Rouge et Or football à l'Université Laval en plus. Donc, on s'entend qu'il s'est beaucoup impliqué au Québec au complet. Là. Je pense que tout le monde connaît un peu Maurice Tanguay. Merci. On parle de... Oui. Oh, OK, juste une petite... Oui. On parle beaucoup, on se demande souvent toutes les retombées. D'abord, on n'a pas connaissance de toutes les retombées, mais la Fondation Maurice Tanguay, dans la région ici, est certainement rendue à des millions de dollars pour venir en aide aux enfants handicapés. Par l'achat d'équipements, par des répits pour les parents et tout ça. Et une des retombées, puis je le dis très humblement, c'est la création de la Fondation Johnny Germain. Où pensez-vous que j'ai pris mon inspiration pour créer la Fondation Johnny Germain? Quand j'ai eu l'idée, le premier appel que j'ai placé, c'était à M. Tanguay. J'ai dit, M. Tanguay, je veux partir d'une fondation, mais je ne connais pas ça, pouvez-vous m'aider? Il m'a parlé pendant 1 heure au téléphone de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait pas faire, faire attention à ci, faire attention à ça. Ça a été extraordinaire. Quand j'ai raccroché, j'étais rassuré.
Ah oui. Parce que là, je savais que mon projet allait voir le jour parce que j'avais été guidé par la meilleure personne pour me guider. Mm-hmm. Régis, le maire de Québec, Régis Labombe, il y a un article qui est passé dans le Journal de Québec qui a dit un mot aussi pour M. Tanguay. Donc, je pense qu'il a influencé beaucoup de gens au Québec. Donc, merci beaucoup, Guylain Raymond et Michel Germain. La TVC de la Matapédia tient à dire aussi toutes ses condoléances aux proches de Maurice Tanguay. Merci beaucoup. Quelque chose, un petit dernier mot. Ah oui, ça n'arrêtera plus. Ben oui, allez-y, on est là pour ça. La fondation, depuis la naissance de ma fille, j'ai continué à vendre des billets tout le temps pour eux, tout ça. Puis cette année, quand ils m'ont appelé avant Noël, j'ai dit, écoutez, c'est dur parce que je ne fais pas de social avec personne en ce moment. C'est dur d'aller vendre des billets, mais ils ont un billet numérique. Fait que moi, j'invite les gens, je l'ai dit sur mon Facebook en décembre, en janvier, j'invite les gens pour un 10 ou un 20 là, achetez-vous un billet pour gagner une maison. Ça aide les enfants. Oui. Moi, personnellement, j'ai aidé beaucoup de monde dans le coin, puis ça a aidé ma famille. Mm-hmm. Alors, ça aide les jeunes. Fait que mettre un petit 10, là, ça va à peine. Vraiment. Merci beaucoup. Bye-bye. Au revoir. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Charles Bouillon. Le tour de magie du raisin. Avec les raisins. Il prenait un raisin, il le mangeait, il le croquait, il nous montrait qu'il le croquait. Après ça, Il y en avait 4. il y en avait 4. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Après ça, il le mangeait, il ressortait un raisin intact. Ça me fascine encore. Écoute. Un nouveau poste vient d'être créé au sein du gouvernement du Québec pour contrer le racisme au Québec. J'en parle avec le matapédien Jean-Marie Cabera. Bonjour Jean-Marie! Bonjour. Je tenais à te parler aujourd'hui parce qu'on a su il n'y a pas longtemps que le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, est maintenant aussi le ministre responsable de la lutte contre le racisme. Et c'est un nouveau poste qui a été créé au gouvernement du Québec. Puis je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu en dis que le gouvernement a créé ce poste? Je suis très content, très enchanté, très enthousiaste d'avoir eu cette nouvelle qui est sortie en même temps qu'il se passait certaines actions par rapport au mois des Noirs. Ça a été presque concomitant. Et j'ai vraiment aimé, j'ai vu qu'il y a une conscience qui s'installe non seulement au niveau populaire, mais aussi au niveau politique. Est-ce que tu penses que ça a un lien avec un peu tout ce qui s'est passé dans la dernière année? Il y a eu la pandémie, mais il y a aussi eu l'événement qui s'est passé aux États-Unis en lien avec George Floyd. Ça doit avoir un lien aussi avec ça. Là. J'ai l'impression que depuis cet événement-là, ça a brassé le monde entier. Oui, cet événement a été quand même très retentissant, malheureusement, dans nos consciences puis dans nos vies. Personnellement, je l'ai vécu très mal. Puis chaque fois que je voyais des images, je ne me sentais pas très bien là-dedans. Je voyais vraiment... C'est comme si je me mettais dans sa peau, en train de mourir, parce que c'est comme si on assiste à un assassinat en direct quand on voit ça. Et là, personnellement, ça m'a touché. Alors, je serai avec vous pour dire que ça a quelque chose à faire avec ça, d'autant plus que ça a retenti au niveau mondial. Les gens se sont mobilisés pour dire assez, c'est assez. Et que les gens n'ont pas vraiment été passifs par rapport à la situation. Ils ont été actifs dans tous les coins du monde. Black Lives Matter, ça a été quelque chose de très important. Et puis, il ne fallait pas que ça reste juste dans les rues, il fallait que ça retentisse aussi dans les murs politiques et puis que le gouvernement en fasse quelque chose. Voilà. Oui, puis c'est bien de voir que le gouvernement Legault est en train, on dirait, de vouloir faire quelque chose pour de vrai, de concret,
avec ça. Toi, parce que depuis l'événement de George Floyd, il y a beaucoup de gens qui ont dit que, surtout aux États-Unis, là, mais partout dans le monde, que c'est le genre d'événement qui arrivait souvent, que des policiers, exemple, sentaient que les policiers peut-être faisaient un peu du profilage, comme qu'on dit, là. Est-ce que toi, tu as été victime de ça ou est-ce que tu as vu ça de tes propres yeux autour de toi dans ta vie, là? Dans ma vie, je ne pense pas que je l'ai vécu ni fréquemment, ni intensément. Mais quand même, il y a des situations, je ne peux pas vous mentir que je n'ai jamais vécu des situations désagréables à certains moments, des fois directes, des fois indirectes. Mais je ne dirais pas que c'était important parce que sur mon tableau blanc, il y a quelques taches noires. Le tableau blanc n'est pas devenu noir à cause de ça. Des fois, sans faire par exprès, on peut dire des commentaires qu'on ne s'en rend pas compte qui peuvent être blessants pour autrui. Qu'est-ce que tu dirais comme conseil à tout le monde? Comment agir dans la société maintenant? Parce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus rien dire. On a l'impression de marcher sur des œufs, finalement. J'aime ta dernière partie de la phrase. On a l'impression qu'on n'a plus le droit de ne rien dire. Oui. Et moi, le malaise est là. Oui. Mon malaise est là de ne jamais dire. Ça, c'est un malaise très important. Et ça peut être quelque chose de très, très mauvais. Avec cette attitude, ce code non inscrit nulle part, on peut aboutir à des situations plus néfastes qu'autre chose. Il faut nommer des choses. Il faut oser dire. Le non-dit crée des tensions. Des tensions peuvent provoquer des explosions et les éclats peuvent tomber sur n'importe qui, incontrôlable. Donc là, il faut nommer. L'essentiel, c'est le contexte, c'est l'intention, c'est la charge émotive avec laquelle on dit des choses. Parce qu'avec l'émotion, des fois l'émotivité, on peut être dans une situation incontrôlable. Mais si on est bien intentionné et qu'on dit des choses qui existent telles qu'elles sont, sans une intention en arrière de nuire, de mal faire, d'être condescendant, à ce moment-là, je pense qu'il faut nommer. Sinon, comment vous pouvez éduquer et la population et les jeunes sans nommer les sujets sur lesquels vous devez les éduquer? Ben oui. Oui, parce que c'est pas normal. Tu sais, juste moi, en posant cette question-là, on dirait que je suis devenue comme mal à l'aise. On a toujours peur de brusquer. Mais je pense que la plupart des gens, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens que je pense que c'est juste parce qu'ils... C'est juste de la... C'est juste qu'on le sait pas. On le sait juste pas. Donc, si on le nomme et on en parle, on va en savoir beaucoup plus. On va être plus éduqué à ce niveau-là. Donc, ça va sûrement être plus facile, j'imagine. Oui, dans ma vie personnellement, j'ai réussi à débloquer certaines situations qui auraient pu être problématiques parce que je nommais des situations, justement parce que je mettais le doigt là-dessus. Mais poliment, je me faisais un devoir d'éduquer même mes amis parce que l'ignorance est genèse de tous les maux. Je l'ai dit sur une autre source médiatique. Il faut donner une chance aux gens. Tu arrives dans un pays, c'est un exemple, je me donne comme exemple, ce n'est pas égocentrique. Tu arrives dans un pays, on ne te connaît pas, même géographiquement, on ne connaît pas ce pays, et on ne connaît pas sa culture, on ne sait même pas si tu as déjà été à l'école, on ne sait pas qui tu es finalement. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du fait que Benoît Charette, le nouveau ministre, là, responsable de la lutte contre le racisme, n'est pas une personne de la minorité visible? Vous allez être surprise, tu vas être surprise, Jen, de ma réponse. Oui. Je ne suis pas surpris que ce soit ainsi et je n'aurais pas aimé forcément que ce soit autrement. Ah oui? Parce que l'essentiel, c'est la conviction, la compréhension que j'ai d'un problème qui existe, que je reconnaisse que ce problème existe, que je manifeste ce que je comprends de ce problème et aussi que je manifeste l'intention que je vais faire pour le résoudre. Alors que ce soit M. Benoît Charette ou une autre personne de la même couleur,
l'essentiel vraiment, c'est l'intention politique qui est dans l'initiative et l'intention qui est là pendant qu'ils vont mettre des actions concrètes. Parce que les gens peuvent peut-être trouver que je ne suis pas sérieux par rapport à mes propos. Imaginez-vous une seconde, si on avait beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes masculines qui portent la cause des femmes. À ce moment, le propos aurait vraiment de l'impact parce qu'on n'est pas directement concerné, on est comme des personnes interposées, mais on porte le message intensément, alors que nous ne sommes pas femmes, nous sommes juste des personnes humaines. Alors, que les hommes s'unissent autour des femmes pour crier haut et fort que l'injustice, la violence faite aux femmes n'est pas tolérable et que le message, le discours soit porté par les hommes masculins, je trouve que c'est très, très, très bien. Donc, c'était une sorte de similitude. Donc là, un blanc qui porte la cause des Noirs pour crier haut et fort que le racisme, la violence faite aux Noirs ou aux Autochtones, la discrimination, que ce n'est pas normal, que ça doit cesser. Ça veut dire que ça va cesser à partir de la personne même qui porte son discours. Et lui, c'est un blanc. Donc, il y a beaucoup de chances que ça porte. Oui, je comprends. Que ce ne soit pas juste, par exemple, les personnes noires qui parlent entre eux de ce problème-là, mais le fait que ce soit une personne blanche, justement, qui a ce titre, ça permet de rejoindre peut-être plus tout le monde, de peut-être plus aller chercher aussi les gens de personnes de peau blanche, finalement. Exactement. Sur une autre tribune, j'ai dit que dans la stratégie de résolution des problèmes, on part des données qui sont à notre disposition pour aller pouvoir résoudre le problème en ayant les données qui étaient loin de nous, en les ayant à notre portée, mais à partir des données que nous avions. La personne, comme je viens de mettre, ça veut dire, entre guillemets, il vient d'être une donnée disponible pour nous aider à résoudre ce que nous n'avons pas, ce qui est encore obscur. Par rapport à l'égalité des femmes, là, effectivement, si c'est un homme qui parle, ça donne aussi l'exemple aux autres hommes de comment voir cette situation-là. Exactement. On ne va pas dire, mais c'est normal qu'ils disent comme ça, c'était noir. Ah oui, c'est normal qu'ils disent ça, c'est une femme. Voilà. Oui. Si la majorité se rallie à la minorité pour résoudre des problèmes de la minorité, les problèmes qui pouvaient même être tentaculaires, qui partiraient de la minorité pour aller entacher la majorité, n'existeraient pas. Mais il faut rappeler aussi que Benoît Charette, qu'est-ce qui est peut-être bien, je trouve, en cette personne-là, dans son profil là, en tant que ministre, c'est que, oui, il est blanc, mais sa femme, c'est une Haïtienne. Donc, il vit de près cette situation-là. Ses enfants aussi viennent de cette femme-là, de sa femme qui est haïtienne. Donc, lui a vécu ça autour de lui aussi. Ses enfants ont vécu du racisme, sa femme, donc il comprend très bien la situation. Je ne le connaissais pas vraiment, mais j'ai eu la chance de le voir Tout le monde en parle dimanche, et qui parlait en créole. Je ne sais pas exactement ce qu'il faisait en Haïti, mais ça montre que non seulement il est allé pour faire son travail professionnellement, mais il s'est imprégné de la culture locale. Il n'est pas allé pour gagner son salaire, il est allé pour partager sa vie aussi. Et ça, c'est très important. Vraiment. Voilà. En terminant, Jean-Marie, M. Charette ne croit pas qu'il y a du racisme systémique au Québec. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Ce que j'en dis, c'est que sur ce point, je ne suis pas d'accord avec lui. Poliment, avec le respect que je lui dois, même avec notre Premier ministre qui est dans le même circuit de pensée comme celui-là. Non, le racisme systémique existe et est là, d'autant plus qu'on peut vivre un racisme dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Mais il faut nuancer. La nuance que je mets là-dedans, il n'y a aucun règlement, aucune note ministérielle officielle n'abonde dans le sens de l'intolérance. On ne doit pas tolérer, on ne dit pas c'est pas grave, c'est noir. On ne le dit pas. Mais en même temps, aller dire que ce n'est pas systémique, c'est aller trop loin. Par contre,
je peux aussi dire que ce n'est pas systématique. C'est systémique, mais pas systématique. Si c'était systématique, je vivrais du racisme à toutes les secondes de ma vie, ce qui n'est pas le cas. Voilà. La différence entre systématique et systémique? La différence entre... En fait, quand c'est systématique, c'est comme à tout coup. Tu vas vivre du racisme. Alors que ce n'est pas... J'en ai vécu certaines situations désagréables, mais je ne dirais pas que 100% de mon temps, je vis du racisme. Oui. Mais dire que c'est systémique, c'est que dans tous les systèmes de la société, on peut vivre du racisme. Oui. Pas systématiquement, mais pas systématiquement. Voilà la différence. Voilà la différence. Dans mon esprit à moi, en tout cas, je n'ai pas ouvert la rousse, mais dans mon esprit à moi. Oh oui, mais je pense que c'est bien, je pense que c'est la bonne définition, mais c'est ça, je voulais mettre ça au clair avec tout le monde. C'est ça, c'est pas mal. Je pense que c'est ça. Systématiquement, ça serait que automatiquement, finalement. C'est ça, oui, tout à fait. Ça. Effectivement. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Jean-Marie, pour terminer, en terminant? Oui, quelque chose à ajouter. Oui? Puis, une dernière chose, mais pas la moindre, c'est que on vient de se rendre compte, de reconnaître que le racisme existe, systémique ou pas, mais il y a déjà beaucoup qu'on reconnaisse que le racisme existe. Et c'est très important qu'on se dise, on va le combattre. Ce que je voulais suggérer, je n'aimerais pas qu'il soit juste dans une dynamique curative au lieu d'être dans une dynamique préventive. J'aimerais qu'il soit de la prévention. Il ne faut pas qu'ils interviennent en disant plus jamais ça, on voudrait, tu viens de faire ceci, ce n'est pas tolérable. Au lieu d'attendre les gens dans le tournant, j'aimerais qu'ils les aident à négocier le virage. Les aider à négocier le virage, c'est quoi? C'est les éduquer au départ. Ça se passe par l'éducation. Ça se passe par les programmes où on inclut la façon. Dernièrement, on parlait de l'histoire des Noirs. Ce n'est pas parce qu'on connaît l'histoire des Noirs qu'on va être plus tolérant. Il faut apprendre à vivre avec eux. Ce n'est pas parce que tu as étudié l'histoire de l'automobile que tu es devenu mécanicien. Donc, il faut vraiment être pratique, dire on va inculquer les valeurs humaines du vivre ensemble à nos jeunes qui demain, ou même actuellement, vont être plus tolérants. Voilà. Oui, déjà à l'école, très jeune, en parler finalement. En parler, faire des activités qui vont avec ça. À l'école, communautairement, maison des jeunes, télévision communautaire, voilà. Donc, on a beaucoup de chance d'être dans un pays qui a plus de moyens que d'autres pays, notamment comme celui d'où je viens. Alors, on utilise ces ressources pour lesquelles les gens, les aînés, ont travaillé très fort à bon escient pour avoir une société bien éduquée dans le savoir-vivre ensemble. Vraiment. Mais merci beaucoup, Jean-Marie. Ça fait du bien d'en parler avec toi, puis en espérant qu'on continue d'en parler et d'en parler. Oui, on va continuer d'en parler et puis de le faire. Je finis par ceci. J'ai aimé une personne, c'était un ami personnel, j'ai eu ses enfants à l'école, comme j'étais directeur d'école, puis je les ai eus au primaire, même au secondaire. Maintenant que je suis au secondaire, je suis grand maintenant. Alors là, j'ai aimé ce monsieur qui est venu me dire, Jean-Marie, il faut que je te dise quelque chose. Il dit, je te dis merci. Et je dis, pourquoi tu me remercies? Il dit, je te remercie parce que je vais parler pour moi et pour tout le monde. Tu nous as éduqués à connaître l'autre, à savoir qu'il n'y a pas que nous qui existons. C'était à Kozapskar, là, c'est pas dans le livre. À savoir qu'il n'y a pas que nous qui existons et à savoir qu'on peut te poser des questions, même celles qu'on pense que c'était très délicat. Alors, c'est là où j'ai dit, la violence commence là où la parole s'arrête. Oui. Voilà. Sur ce, on termine là-dessus. Merci beaucoup. Au revoir. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC.
Informatique par Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir fait le tour de l'actualité pour nous aujourd'hui. Bonne fin de semaine. Et merci aussi à vous à la maison. Je vous souhaite une bonne fin de relâche qui va se terminer lundi pour la plupart parce que c'est pédago lundi. Sinon, ne manquez pas sur nos ondes. Bingo dimanche, 12h30, 1000 $ la carte pleine. Quoi de plus facile que de faire un 1000 $ en jouant au bingo? Donc, allez chercher vos cartes dans votre point de vente favori. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve mardi.